Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la Somalie et le Puntland ont signé un accord ce mardi. Cette action devrait améliorer les relations auparavant tendues entre le gouvernement central de Mogadiscio et les régions qui dénoncent un partage inégal des ressources et du pouvoir. Et puis en Centrafrique, les élections générales de février 2015 seront certainement reportées. Le contexte sécuritaire du pays ne permettrait pas la tenue des scrutins. Des propos qui, nous le verrons, font débat. Et enfin, du nouveau dans l'affaire de la Banque africaine de développement agricole et minier, la BADAM, tombée en faillite en 2011. Ce mercredi, le président de l'Assemblée nationale a appelé le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale à procéder au remboursement urgent des clients. Dans l'actualité, c'est la signature d'un accord entre le gouvernement fédéral somalien et l'État du Puntland sur la reprise de leurs relations et leur engagement à travailler ensemble en faveur de la paix. Cet accord constitue une étape importante pouvant mettre un terme aux querelles des terres et des ressources. Une décision qui a été saluée par les deux parties. Écoutons à ce propos le Premier ministre de la Somalie, Abdi Wali Sheikh Ahmed, et le président de la région du Puntland, Abdi Weli Mohamed Ali Gaz. Je suis très fier et heureux aujourd'hui de cet accord entre le Puntland et le gouvernement fédéral de la Somalie, qui mettra fin aux différends qui nous opposaient et servira de base à d'autres régions en Somalie pour, à leur tour, résoudre leurs différends. En tant que président du Puntland, j'ai discuté avec le Premier ministre somalien, Abdi Wali Sheikh Ahmed, au sujet des différences qui nous opposent et comment aller de concert dans le respect de nos intérêts respectifs. Comme l'a dit le Premier ministre, tout a été conclu lors de cette conférence et nous avons convenu de travailler ensemble pour le développement de la Somalie. En Centrafrique, les élections générales de février 2015 seront certainement reportées. La situation sécuritaire reste critique, notamment depuis la flambée de violence qui a fait plusieurs victimes ces derniers jours. Les autorités semblent pessimistes quant au respect du calendrier électoral. Et sur le plan formel, la Cour constitutionnelle estime que rien ne s'oppose à un report des scrutins, comme nous l'explique Marina Vanier. Les doutes exprimés quant à la tenue d'élections en Centrafrique tendent à se confirmer. Pour la classe politique centrafricaine, vu la lenteur du processus de normalisation et la poursuite des violences, le pays ne peut se permettre un scrutin. En septembre dernier, le président de l'autorité nationale des élections, Dieudonné Kombouyaya, avait reconnu l'absence de conditions favorisant une présidentielle. Les mêmes sons de cloche se font de plus en plus entendre au sein du gouvernement de transition. La récurrence des crises sont dues à des problématiques à la fois internes et externes, c'est-à-dire que des fils du pays, en collaboration avec des forces externes, pour des intérêts bassement matériels, terrorisent et assassinent cette population depuis fort longtemps. Mais en l'espèce, par rapport à ce qui s'est passé récemment, les enquêtes qui sont en cours vont finir par révéler exactement les commanditaires. En réaction à des meurtres attribués à des musulmans, des barricades avaient été érigées le 7 octobre 2014 par des individus se réclamant des anti-Balaka. Ces milices majoritairement chrétiennes avaient mené une sanglante chasse aux musulmans au début de l'année 2014. Le gouvernement promet des sanctions. Bangui est la proie de tous les prédateurs. Et la République centrafricaine n'est pas un État, au jour d'aujourd'hui, un État normal. Donc, comment voulez-vous qu'un État découpé en morceaux puisse éventuellement organiser des élections? C'est provoquer, c'est mettre une crise sur une crise. La présidente de transition Catherine Samba-Panza a entamé une série de rencontres avec les forces vives de la nation, dont les anti-Balaka. Elle espère mettre fin à l'agitation qui règne en Centrafrique, ce pays au grand potentiel minier et forestier. Nouvelle attaque rebelle sur la ville de Beni en République démocratique du Congo. Un groupe armé a attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi cet important carrefour commercial de l'Est du pays, faisant 26 victimes. Selon la société civile du Nord Kivu, l'attaque est l'œuvre des rebelles ougandais de l'Alliance des forces démocratiques, ADF, groupe rebelle contre lequel l'armée congolaise soutenue par les casques bleus de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO, a engagé une offensive importante au début de l'année.
Relance des langues nationales sur le continent. La langue du colonisateur est restée officielle dans des pays en Afrique, mais certains d'entre eux expérimentent depuis peu l'enseignement des langues nationales. C'est le cas du Burkina Faso, où des langues locales sont introduites depuis 1998 dans le système scolaire. Le Rwanda l'expérimente également depuis 2009 avec un bilan satisfaisant. Reportage de nos correspondants au Rwanda et au Burkina Faso, Wendiam Valentin, Compaoré et Oliva Diakotan. Face aux nombreux défis du XXIe siècle, le continent africain jure par une éducation de qualité pour se positionner dans le concert des nations. Une décision qui justifie l'insertion de l'apprentissage de la langue maternelle au sein de la plupart des programmes scolaires sur le continent. Ceci après avoir longtemps adopté la langue du colonisateur comme langue officielle. Au Burkina Faso, le faible taux de scolarisation au lendemain de l'indépendance a obligé l'État à organiser des États généraux de l'éducation en 1996. Une rencontre qui a abouti à l'introduction généralisée des langues nationales dans les programmes scolaires en 2002 et qui a nettement amélioré le taux de scolarisation passé de 6% en 1960 à 65% en 2012. Cela lui donne en tout cas beaucoup de possibilités d'aller bien dans ses études. Je crois que c'est ce qui a convaincu le gouvernement. Et vous savez aussi que la langue est un facteur de culture. Et si nous voulons développer notre culture, nous ne pouvons pas laisser tomber notre langue de côté. Et la langue aussi permet d'unir toute la communauté autour de l'école. Même constat au pays des 1000 collines, où le Kinyarwanda a connu son entrée au sein du système éducatif en 2009, notamment à la maternelle et dans certaines classes du primaire. L'idée étant de mettre le Kinyarwanda au même niveau que l'anglais et le français, cette politique commence par se tailler une place favorable au sein des programmes scolaires. Toutefois, force est de constater que cette politique adoptée par la plupart des États africains se heurte à des réalités multiformes, comme la réticence de certains parents ou encore les discordes entretenus dans le choix des langues locales à enseigner. C'est la mentalité de certains parents qui ne donnent pas de la valeur à la langue maternelle et qui pensent que vraiment, il faut, quand on étudie, quand on apprend la langue maternelle, c'est l'aliénation. Pourtant, ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas ça parce que tous les parents parlent la langue maternelle d'abord. L'enseignement de la langue maternelle se voit aussi confronté à d'autres réalités, comme le manque de suivi pour sa pérennisation et le manque de matériel didactique. Au Burkina Faso, ce sont au total 8 langues nationales qui sont utilisées dans l'enseignement bilingue. Ces langues sont enseignées à 90% en première année, pour n'être qu'à 10% en cinquième année. Plus alarmant, elles ne sont pas prises en compte lors des examens officiels. Autant de réalités qui remettent sur le tapis la question de la refondation du système éducatif africain. Nouveau soutien aux victimes de l'affaire Badam en Guinée. Les clients de la Banque africaine pour le développement agricole et minier attendent toujours d'être dédommagés par l'État. Après la faillite de la banque il y a plus de 3 ans, les déposants réclament 36 milliards de francs guinéens. Le président de l'Assemblée nationale guinéenne, Claude Kori Kondiano, vient de leur apporter son soutien et demande à l'État de les rembourser. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Le président de l'Assemblée nationale de la Guinée plaide pour le remboursement des clients de la Banque africaine pour le développement agricole et minier, la BADAM. Cette banque a fait faillite en 2011, une année après son lancement à Conakry. Plus de 3 ans après la fermeture de la banque, ses clients ne sont toujours pas remboursés. Une affaire prise très au sérieux par le président de l'Assemblée nationale. Le dossier de la BADAM est un dossier très sensible dans la mesure où ses implications économiques, sociales et politiques peuvent être dévastatrices pour les déposants et l'économie du pays, tout comme elles peuvent l'être sur le plan politique. Ils sont plus de 10 000 déposants à attendre d'être remboursés par l'État guinéen. Constitué en association de victimes depuis la faillite de la BADAM, ils réclament depuis 2011 et sans succès pour l'heure la bagatelle de 36 milliards de francs guinéens, soit 4 millions de dollars. On se bat aussi dans l'intérêt supérieur de notre système financier et surtout que nous avons un taux de bancarisation qui est excessivement très faible en Guinée, qui est de l'ordre de 6 à 7%. C'est l'un des taux de bancarisation les plus faibles en Afrique. La Guinée ne dispose pas jusque-là de structures bancaires fortes à l'image de certains pays de la sous-région, ce qui affaiblit le système financier du pays.
Et la faillite de la BADAM a entraîné des répercussions sur un système bancaire déjà assez faible. Une entreprise extérieure aurait désiré s'installer en Guinée dans le secteur minier, dans le secteur agricole. La banque de référence pour elle aurait été la BADAM. Parce que la BADAM aurait des indicateurs d'activité et des indicateurs de gestion qui lui permettraient de faire les prévisions de son activité. Mais lorsqu'une banque comme la BADAM ferme, on en est à se dire que c'est peut-être scier la branche sur laquelle on est assis. Ce n'est pas la première fois qu'une banque tombe en faillite en Guinée. L'échec du Crédit Mutuel de Guinée dans les années 90 reste encore dans le souvenir de bon nombre de citoyens. Le remboursement des réclamations des créanciers de l'État à l'époque donne aux victimes de la BADAM l'espoir de parvenir à une issue favorable dans ce bras de fer avec l'État. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.